On avait fait un live sur le western italien qui est tombé aux oubliettes. Enfin, on parlait surtout de Sergio Leone et j'en avais profité pour dériver sur le western italien au sens large. Et donc, Eureka, merveilleux, je découvre que Compañeros de Sergio Corbucci sort en Blu-ray, qui est absolument inédit dans sa version intégrale, pas charcutée. Donc c'est l'occasion d'en reparler vite fait. En gros, le western italien, le western tout court dans notre imaginaire, c'est Clint Eastwood en gros plan avec des yeux plissés, un poncho, le désert, les cigales, la musique d'Ennio Morricone, enfin c'est les quelques westerns qu'a fait Sergio Leone dans les années 60 et 70. Sauf que voilà, il y a 400 films, 400 westerns qui sont produits en Italie entre 64 et 75. Il y a énormément de films qui sortent chaque année, énormément de réals qui, par opportunisme, sautent sur ce nouveau filon dans le cinéma de genre italien, juste après les premiers succès de Sergio Leone en 64-65. Et donc, dans les réals qui ont fait du western italien un peu intéressant, il y a 3 Sergio. Leone, bien sûr. Oui, Leone Corbucci. Corbucci, qui est le deuxième plus connu, parce que Tarantino s'est inspiré ou a fait une ref à son film Django, avec Django Unchained il y a quelques années. Le troisième étant Sergio Solima, qui est très très stylé aussi. Du coup, c'est des films qui sont assez intéressants parce que les meilleurs sont peut-être un petit peu moins bien que Le Bon, la Brute et le Truand. Par contre, il y a une bonne dizaine de westerns italiens réalisés par des gens complètement inconnus qui font de meilleurs films que Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, par exemple. Et c'est des trucs assez matrixants à découvrir parce que c'est à la fois des films qui se précipitent pour reproduire une formule qui a fait des millions et des millions d'entrées en Italie, hein. Mais il y a tout un tas de réals aussi qui font des choses forcément un petit peu différentes et donc qui amènent tout un tas de nouvelles choses dans le western italien, notamment Corbucci. Django, c'est une espèce de remake de Pour une poignée de dollars en beaucoup plus gore et qui parle plus frontalement de politique, ce qui viendra beaucoup plus tard chez Leone, alors que d'autres réals vont faire bien avant. Et c'est là qu'on vient à Compañeros, on reste sur Corbucci. Corbucci il fait beaucoup de westerns assez stylés à la fin des années 60, notamment donc, Le Grand Silence, qui est un des plus connus avec Jean-Louis Trintignant, mais il marche pas beaucoup, c'est un peu un coup sur deux, un coup sur trois, les succès au box-office. Et il va finir par revenir début 70 à ses premiers amours d'avant le western italien, c'est-à-dire qu'à la base il faisait de la comédie le gars. Et donc il va faire un peu plus de comédie dans ses westerns. Et donc début 70, il s'amuse avec les codes d'un sous-genre du western italien qui est apparu il y a quelques années, donc le western Zapata, qui sont des westerns qui se passent durant la Révolution mexicaine, en 1900-1910, quelque chose comme ça. Et donc il fait Compañeros. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Comme beaucoup de westerns Zapata, ça parle d'un péon mexicain qui essaie de faire sa vie, de se démerder, et de sa rencontre avec, qui s'appelle un gringo. C'est souvent un gars qui vient des États-Unis, qui vient se faire de la thune sur la révolution mexicaine en cours dans le pays. Il y a des gens qui ont besoin d'armes, qui ont besoin d'acheter des armes dans ce coin, j'y vais. C'est deux individualistes, grosso modo, qui se retrouvent confrontés à la question de l'intérêt général. Ils commencent le film en étant autant individualistes que Clint Eastwood chez Leone. Ils sont de plus en plus confrontés à des révolutionnaires, à des contre-révolutionnaires, et ils se retrouvent à choisir un camp. Et comme c'est des films de gauchistes, c'est des films qui se font voilà, à la fin des années 60, où il y a une grosse polarisation politique en Italie, où l'extrême droite devient vénère, l'extrême gauche aussi devient très vénère. Et donc c'est des films qui t'expliquent que, bon, au fond, faisons la révolution, quoi. Le titre original de Compañeros, c'est Vamos a matar Compañeros, donc c'est Nous allons tuer, camarades. Oui, donc prenons les armes pour buter l'armée contre-révolutionnaire mexicaine, ou les Américains, qui sont toujours dans le coin, pour empêcher le Mexique d'avoir une révolution. Pour vous dire le côté gauchiste un peu conscientisé de ce genre de film, dans Compañeros, le péon, qui est joué par Thomas Milian, une des stars du cinéma italien de l'époque, il y a une espèce de cosplay de Che Guevara, par exemple. D'accord. Ouais. Complètement anachronique, tu vois. C'est évidemment un film qui se passe au début du XXe siècle, mais on a des clins d'œil avec une situation plus contemporaine. C'est notamment intéressant de voir que Il était une fois la Révolution, c'est un western Zapata qui sort 5 ans, 6 ans après le premier western Zapata, qui était El Chuncho, qui est incroyable, El Chuncho de Damiano Damiani, ça c'est peut-être un de mes préférés. Et c'est un film qui répond aussi à la tonalité un peu romantique, un peu bandeuse de révolution de tous ces films. Puis Il était une fois la Révolution a quelque chose de beaucoup plus dépressif, quoi. I know what I'm talking about when I'm talking about the revolutions. The people who read the books. Or the people who can't read the books, the poor people, and say we have to have a change, so the poor people make the change, huh? And then the people who read the books, they all sit around the big polished tables, and they talk and talk and talk and eat and eat and eat, huh? But what has happened to the poor people? They're dead! That's your revolution. J'y vais, c'est les pattes. Ah bah vas-y, merci beaucoup. Vas-y. Goat Arsène s'occupe des pattes. Il y a tout ce fond gauchiste là, mais tout en étant une comédie, il y a une vraie dimension comique. Qui t'a pastiché un peu des éléments de western de Leone. C'est un des persos qui se prend une balle dans le torse, donc on croit qu'il est mort. Bah non en fait, il avait une pièce en guise de collier autour du cou. La pièce a arrêté la balle. Du coup, il y a une espèce de ref
pour une poignée de dollars où Clint Eastwood avait une espèce de code de maille. Parce que je vous parlais de polarisation politique en Italie, c'est un film qui sort 1 an après un attentat d'extrême droite qui a eu lieu à Milan et qui va déclencher toute une période de violence politique en Italie qui va durer un peu plus de 10 ans, jusqu'au début des années 80. Aujourd'hui on appelle ça les années de plomb. C'est une période où l'extrême droite pose des bombes et tire sur des gens, l'extrême gauche pose des bombes et tire sur des gens. Un des trucs assez intéressants, c'est que 2 semaines après la sortie de Compagnie Rose, qui est un très très gros carton, ça fait quelque chose comme 1 milliard de lire, il y a On m'appelle Trinita qui sort, qui lui fait 3 milliards de lire au box-office. Peut-être en réaction à ce climat politique en Italie qui devient de plus en plus vénère et badant, le western il va devenir peut-être moins pertinent qu'avant pour parler de ces tensions politiques là en Italie. On va beaucoup plus assumer la dimension comique et parodique des films. Et donc pendant que le western s'axe vraiment sur la comédie, on met aussi de côté pas mal la dimension politique. Le climax dont m'appelle Trinita, le grand combat final pour régler les conflits, c'est on se tape à main nue et personne meurt. Et c'est drôle parce que c'est une grosse baston à 40 gus. Tu vois. On est passé de révolution permanente au parti socialiste, quoi. Voilà, pour le dire gauchistement, si tu veux. Ouais, en gros, c'est ça. Et donc, Compagnie Rose, qui est un vrai bon western. Bon, une putain de musique d'Ennio Morricone, comme souvent, avec les musiques d'Ennio Morricone. Une des seules fois où on a Franco Nero et Thomas Milian à l'écran pour jouer des rôles vraiment stylés. Et les deux sont vraiment bien. Et puis, Corbucci, il a un peu plus de thunes que d'habitude. Du coup, il se fait plaisir. Le climax a quand même pas mal d'actions hyper généreuses. Enfin bref, le film ressort en Blu-ray, c'était l'occasion de reparler de ça. Mais bon, voilà, ça c'était l'époque glorieuse où le cinéma italien, pendant 10-15 ans, est le plus grand cinéma du monde. Les années 60, le début des années 70. Mais ça va pas tarder à mourir tout ça. Ouais, se casser la gueule. Oh, le GOAT. On a des pattes en plus, merci. Merci infiniment. Non, mais du coup, ce qui se dit souvent, c'est que voilà, Berlusconi a tué le cinéma italien. Ouais. Il y a une phrase que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que c'était une espèce de phrase automatique que j'entendais partout. Oui. Et donc, oh là là, transition. Je crois que je vous ai préparé un petit article sur Silvio Berlusconi. Donc c'est un article de 2023, quand le boug Berlusconi est dead. Gros cher. Il a été la figure majeure de la droite italienne pendant des décennies. Silvio Berlusconi est mort ce 12 janvier à 86 ans. De son vivant, de nombreuses cinéastes ont lutté à travers leurs films contre l'idéologie ultralibérale et nauséabonde du Cavaliere. Comment Silvio Berlusconi et sa télévision bling bling ont failli tuer définitivement le cinéma italien. Bon, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment la tarte à la crème. Et quand cela a-t-il commencé? Quasiment au moment de l'assassinat d'un poète, cinéaste, penseur engagé, Pier Paolo Pasolini, début novembre 75. En février 74, Pasolini avait accordé une interview sur la plage de Sabaudia, au sud de Rome, où il avait fait construire une petite villa avec son grand ami Alberto Moravia. Alberto Moravia, grand auteur italien. Oui. Grand ami ou Oui, voilà, grand ami. They were oui, roommates. C'est ça. En toute homosexualité, peut-être. Oui, je voilà. ne sais pas. Pasolini a bien compris que ce néo-fascisme, celui de la société de consommation, va détruire une Italie, une culture italienne que les 25 ans de fascisme, selon lui, n'ont fait qu'érafler. En septembre 74, une loi autorise la création de chaînes de télévision privées. C'est ça. Parmi les centaines de télévisions locales qui naissent alors, une petite chaîne émerge à Milan, la capitale économique du pays. Elle s'appellera bientôt Canale 5. C'est quasiment Bolloré, quoi. Oh. C'est vrai, ça, c'est pas en vrai. Attends, on va voir. Cette chaîne grandit sous l'égide de son propriétaire, l'homme d'affaires Silvio Berlusconi, pour l'instant c'est bon, et devient une chaîne nationale généraliste. Canal 5 ou La Cinque va battre tous les records et écraser le marché. Et encore aujourd'hui, en 2023, la chaîne de télévision transalpine, donc italienne, la plus regardée, avant même la RAI, le groupe de télévision publique. C'est BFM en fait. C'est vraiment BFM. Ouais, c'est ça. La recette de la Canal 5 n'a pas beaucoup changé depuis près de 50 ans. Beaucoup de divertissement, beaucoup d'infos entre guillemets, pas gauchiste pour un sou, mais alors pas du tout. J'aime bien la précision. Pas mal de films, environ 10% entrecoupés par de nombreux spots de publicité et rarement du cinéma d'auteur. Oui, bon, ok. Un peu de téléachat et très peu d'émissions culturelles, moins de 1%. En 5 ans, la fréquentation des salles de cinéma baisse de 50%. De 75 à 80. C'est ça. Deuxième moitié des années 80, moins 50% de fréquentation des salles. C'est complètement con comme information, ça. Ça n'a pas de sens. Puis encore de 50% pendant les 5 années suivantes. C'est ça. Plus de 75, c'est ça. En gros, ça a pris moins 75% de fréquentation en 10 ans. Oui. C'est monstrueux. Parce que les salles se vident, la production et la distribution s'effondrent. Les studios de Cinecittà pour survivre. Oui. Donc Cinecittà, je rappelle, dans les années 60-70, Hollywood va pas bien. Cinecittà a plus de thunes qu'eux. Donc les studios de Cinecittà, pour survivre, se mettent à produire des séries télévisées médiocres et des publicités. Le cinéma italien, qui était depuis la fin de la guerre un réservoir de talents immense, la Rossellini, Fellini, Antonioni, Pasolini, et l'un des cinémas les plus créatifs du monde, est au plus mal. L'apparition et surtout la démocratisation de la télévision en Italie comme en France avait déjà grignoté une partie des spectateurs et spectatrices de cinéma. Mais la France a un système de soutien au cinéma qui lui permet de résister. Pour combien de temps encore? Non, on nique ta mère, on résistera toujours au pouvoir de la télévision de caniveau. Quel fils de pute. Oh les chiens. De caniveau, de merde quoi. Enfin, vraiment, c'est
Production de quel niveau quoi. Enfin, Allez, là, il y a un cinéphile qui écrit un article aux Inrocks pour mépriser la petite lucarne. C'est vraiment... Par contre, c'est bien, c'est important ce qu'il dit. Système vertueux de financement du cinéma français avec le CNC et tout. On ne redira jamais assez à quel point on est le meilleur cinéma d'Europe parce qu'on a un système comme ça. Ouais, c'est une vraie chance pour le coup. On est encore un peu le dernier grand cinéma d'Europe, quoi. Ah, de fou. Bref, le cinéma français, c'est vachement bien. Certes, Berlusconi n'est pas le seul responsable de cette crise énorme, mais il s'enrichit sur cette catastrophe et devient le roi de l'audiovisuel de la botte. De Fellini à Pasolini en passant par Sergio Leone. Oula. Le grand Federico Fellini, avec d'autres cinéastes, critique violemment cette télévision. Il va devant les tribunaux pour que ses films ne soient pas interrompus par la pub et perd son procès. C'est vrai que c'est une dinguerie ça. C'est normal aujourd'hui. Un film qui passe à la télé, il y a des pubs pendant. Ouais. Ah mais force à lui, hein. Force à lui début 80 d'aller au procès pour dire non, il y aura pas de pub. De la Dolce Vita, il y aura pas de pub pendant. Bon, tant pis pour lui, du coup, il a pas réussi. C'est triste en vrai. Avec Intervista, mais surtout avec Ginger et Fred, l'histoire d'un ancien duo de danseurs-danseuses de claquettes invités dans une émission de variété complètement débile, Fellini se moque de cette télévision à deux balles. Quand on demande à Sergio Leone s'il est certain que Berlusconi a tué le cinéma italien, il répond ce n'est pas certain, c'est tout à fait certain. Pasolini avait prophétisé ce qui est arrivé. La vulgarité et la bêtise esthétique et politique l'ont emporté. Oui, bon d'accord. La pauvreté culturelle devient la norme de Canal 5. Berlusconi, en voie de devenir l'homme le plus riche d'Italie, dirige d'une main de maître. Il crée une télévision populiste. Oui, bon, populiste, bref. Avec des femmes à moitié nues. Ah, pour quasiment toutes les émissions. Oh, waouh. Yes. À l'ambiance. De la télévision au gouvernement. C'est ça qui est une dinguerie. Silvio Berlusconi, qui a imposé son idéologie libérale, démagogique et réactionnaire par la télévision, se lance un jour en politique et devient en 94 le président du conseil. Alors j'ai vérifié, président du conseil en Italie, actuellement c'est Meloni. C'est le préfet, en gros. Il sera réélu en 2001 et en 2008. Donc le gars est passé 3 fois à la tête du pays. Ambiance. Le cinéaste qui s'en sort le mieux, il est plus jeune et incarne presque à lui tout seul l'engagement de la gauche culturelle contre le berlusconisme, et Nanni Moretti. Bah voilà, tu m'en parlais, Nanni Moretti. Ce dernier finance ses films avec notamment l'aide de Canal+, c'est au Canal. Ah, la France. Oui. La France qui finance. Non, mais c'était avant le rachat. C'est dans les années 80-90. C'était avant le rachat, donc c'est le bon canal. Il se moque de Berlusconi, devient une sorte d'emblème de l'opposition, et pas seulement chez les cinéastes. Ses films lui permettent aussi de s'exprimer. Dans Aprile, en 98, film très politique, il tourne une scène d'anthologie dont la réplique principale est connue de tous et toutes les Italiens et Italiennes. Alors qu'il regarde un débat politique entre Silvio Berlusconi et Massimo D'Alema, son adversaire de gauche, Moretti, exaspéré par la mollesse du socialiste, lui crie « Mais dis-nous quelque chose de gauche !» Oh waouh. Alors je relate beaucoup sur cette phrase. Un nouveau système de financement. Ah, la lumière dans la nuit peut-être. Le cinéma italien n'est pas mort. Champagne ? Mais il a mis des années à s'en remettre. Marco Bellocchio nous a glissé qu'un nouveau système de financement est né en Italie depuis quelques années et qu'il est plus facile désormais de produire des films. Ouais, mais en revanche, depuis 2010, il y a eu des coupes budgétaires importantes. Et je sais que maintenant, Meloni, du coup, qui voulait mettre un nouveau président au poste du Conseil de culturel. Oui, de la culture pour oui. Vraiment prendre le contrôle, quoi. Oui, voilà. Berlusconi est mort, mais le cinéma italien est vivant. Pourtant, l'extrême droite est au pouvoir. Et la télévision, avec sa centaine de chaînes commerciales plus médiocres les unes que les autres, continue à ronronner et à ne servir que de la soupe populiste à ses spectateurs et spectatrices. Pasolini avait raison. Ah non, l'article est plus vendeur que je l'imaginais. Mais du coup, voilà, le cinéma italien n'est pas mort apparemment. Moi, je vais fermer ma gueule maintenant, je vais manger mes pâtes. J'ai trop parlé. Tu l'as dit, donc le cinéma italien surgit un peu. C'est vrai, parce qu'il y a des petits films. Et des auteurs commencent à émerger. Enfin, commencent. Depuis 2000 ans, ouais. Ouais, mais t'en as certains en fait qui émergent aussi, par exemple, depuis les années 2015 et qui arrivent à faire un film 5 ans après ou des petits trucs comme ça, quoi. Le film dont je voulais parler ce soir, qui est La Légende du Roi Crabe de Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis. Ils avaient fait un premier documentaire en 2015, qui avait l'air incroyablissime. Et ils ont galéré pendant, je crois, 5 ou 6 ans pour faire leur film. La Légende du Roi Crabe, qui est sorti du coup en 2021 et qui est sorti en France en 2022. Et du coup, ce film avait été en partie financé par le CNC. J'avais regardé, il y a plein de pays qui sont venus aider, ça a l'air d'avoir été un sacré parcours du combattant, mais pour un sacré film aussi. La Légende du Roi Crabe, comment dire, c'est un film en 2 parties qui s'appuie sur des récits de chasseurs qui vont en fait raconter l'histoire d'un homme dont j'ai oublié le nom, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Et du coup, ça va nous raconter son histoire extrêmement fantasmée sur plusieurs aspects de cet homme-là dans son petit village de Tuchy, il me semble, c'est ça. Ça va nous raconter sa vie, son quotidien, etc. Parce que c'est un peu un rebut, entre guillemets, de son village. Il est alcoolique, il boit beaucoup, ça se passe pas très bien. Le personnage principal est amoureux d'une meuf qui va être par la suite courtisée aussi par des gens de la haute. Et tout va partir en couille pour X raisons. Et en fait, il y a une césure dans le film parce qu'il se fait du coup en 2 parties. Et les 2 parties sont radicalement différentes. La première est assez lente. On est vraiment sur filmer le quotidien avec une photo pellicule en 1.66 d'ailleurs, absolument superbe. La deuxième partie qui se passe, il me semble, c'est en Amérique du Sud avec justement la recherche du trésor du roi crabe. Bon, déjà, elle est géniale. T'as des trucs avec de la neige, t'as une sorte de petit équipage qui vient d'un rafio complètement pourri, qui s'entête à trouver le trésor et tout. Il y a une voix
off avec l'acteur principal qui a une voix très gutturale et qui parle souvent avec une voix un peu sombre. C'est en tomber par terre, moi j'adore. Et on part à la fin de la première partie, plus ou moins dans le fantasme, parce que le film peut en fait se terminer à ce moment-là parce qu'il y a un événement avec le personnage principal, je vous dirai pas lequel. Et en fait, le film a pour excuse, à certains moments, on peut se dire ah putain ça ressemble un peu à une facilité scénaristique ou un Deus Ex Machina ou etc. Le fait que c'est un récit de chasseur qui a été embelli avec les années, qui a été romancé, toutes ces petites erreurs là deviennent volontaires. Ça permet de renforcer cette histoire et rendre ça assez intéressant. C'est là tu dis ah tiens, est-ce que ça a vraiment été fantasmé, est-ce que ça s'est passé comme ça, est-ce que enfin où s'arrête la réalité, où commence le récit. Et non, c'est un super film si jamais vous avez la chance de le voir, parce que c'est pas forcément facile de le trouver, mais il y a Shellac qu'on a fait des distributions de DVD que vous pouvez trouver facilement et franchement ça vaut le coup. Il a moins bien marché qu'Ilbuko, c'est-à-dire 5 000 entrées de moins ou quelque chose comme ça. Ilbuko qui avait déjà fait pas beaucoup d'entrées. Je l'avais vu au cinéma avec Valentin, big up d'ailleurs, à Paris. Il passait ça en deuxième semaine et je me suis dit bon autant tenter, ça a l'air sympa et puis voilà, et bah super coup de cœur. Un de mes films préférés de ces dernières années. Et surtout, ça a une mise en scène mais de fou furieux. Je crois que l'Archefop, c'est un gars qui est très porté sur la pellicule, avec des très beaux cadres, très composés, avec une lumière extrêmement taffée, etc. Et des alliages à la fois de caméra fixe et de caméra un peu à l'épaule. Non, ça a tombé par terre. C'est super beau. Non, c'est pas la Wes Anderson. Non, c'est différent. Comment tu m'en parles, ça fait très Wes Anderson. Ah non, c'est beaucoup moins humoristique, t'as des petits traits d'humour, mais c'est beaucoup plus sombre, etc. Ça se voit un peu plus terre à terre sur certains points, tout en restant un peu onirique. Donc non, le cinéma italien existe encore, même quand c'est des petits films, même s'il a pas très bien marché malheureusement. Voilà, abonnez-vous sur YouTube, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok. Suivez-nous où que nous sommes et ciao. Ciao bambino. La mia mente ha preso il volo. Ça va être chaud. T'as trop parlé, Thomas. Parce que, on peut garder ça en outro. Thomas, t'as trop parlé. Ouais. laisse les gens. Dimmi ragazzo solo